bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir le livre audio « Les 7 habitudes des gens efficaces, leçons puissantes pour changer » de Stephen R. Covey, révisé et mis à jour. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque seconde de l'écoute de ce livre audio contribuera à des prises de conscience fondamentales. Voulez-vous transformer votre vie et devenir la meilleure version de vous-même ? Qu'est-ce que vous attendez alors ? Découvrez les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable. Première partie. Paradigme et principe. De l'intérieur vers l'extérieur. En ce bas monde, la véritable excellence est toujours indissociable d'une vie droite. David Starr Jordan. Voilà plus de 25 ans que je travaille auprès de toutes sortes de gens, dans le contexte de l'entreprise et de l'université comme du mariage et de la famille. J'ai ainsi côtoyé un grand nombre de personnes qui, quoique présentant tous les signes extérieurs d'une réussite exceptionnelle, étaient rongées intérieurement par l'insatisfaction, ressentaient un profond besoin de cohérence et d'efficacité personnelle et une soif de nouer des relations saines et épanouissantes. Certains des problèmes qu'elles m'ont confiés vous sont peut-être familiers. J'ai atteint les objectifs de carrière que je m'étais fixés. Sur le plan professionnel, ma réussite est exceptionnelle. Mais cela m'a coûté ma vie personnelle et familiale. Je connais à peine ma femme et mes enfants. Je ne suis même pas certain de savoir qui je suis moi-même, ni ce qui est véritablement important pour moi. La question qui me taraude, c'est « Le jeu en valait-il la chandelle ?» Je viens de commencer un régime, pour la 5e fois de l'année. Je sais bien que je suis en surpoids, et je veux vraiment changer. Je me tiens au courant des nouvelles méthodes, je me fixe des objectifs, je me motive en adoptant une attitude mentale positive et me répète que je peux y arriver. Mais j'échoue à chaque fois. Au bout de quelques semaines, je laisse tomber. J'ai suivi des tas de cours sur l'art du management efficace. J'attends beaucoup de mes employés et je fais beaucoup d'efforts pour être sympathique avec eux et les traiter correctement. Mais je ne ressens aucune loyauté de leur part en retour. Je suis sûr que si, malade, il m'arrivait d'être absent une journée, ils passeraient leur temps à bavarder à la machine à café. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à leur inculquer une attitude indépendante et responsable, ou à trouver des employés qui la possèdent déjà ? Mon ado est en pleine rébellion et il prend des drogues. J'ai tout essayé, mais il ne m'écoute pas. Comment est-ce que je dois m'y prendre ? J'ai trop de choses à faire et je n'ai jamais assez de temps. Je me sens stressé et écrasé du matin au soir, 7 jours sur 7. J'ai assisté à des séminaires sur la gestion du temps et j'ai essayé une demi-douzaine de systèmes de planification différents. Ça m'a un peu aidé, mais ma vie n'est toujours pas la vie heureuse, productive et paisible à laquelle j'aspire. J'essaye d'enseigner à mes enfants la valeur du travail. Mais pour le moindre service que je leur demande, je suis obligé de surveiller chacun de leurs gestes et de supporter leurs jérémiades. Au final, c'est beaucoup plus facile de m'en occuper moi-même. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas faire avec enthousiasme ce qu'on leur demande, sans qu'on ait besoin d'être tout le temps derrière eux ? Je suis très occupé, je n'ai pas une minute à moi. Mais parfois, je me demande si tout ce que je fais a une quelconque importance au bout du compte. J'aimerais être sûr à la fin que ma vie a eu un sens, que ma présence sur Terre a fait une différence. Mes amis et mes proches atteignent les uns après les autres un certain degré de réussite ou obtiennent une certaine reconnaissance. Et moi, je souris et les félicite chaleureusement. Mais, intérieurement, je les envie. Pourquoi est-ce que j'éprouve ce sentiment ? J'ai une forte personnalité. Je sais que, quel que soit le type d'interaction, je peux en contrôler l'issue. La plupart du temps, je peux même le faire en influençant mes interlocuteurs de façon à ce qu'ils formulent eux-mêmes la solution qui me convient.
J'analyse de manière approfondie chaque situation et je pense vraiment que mes idées sont en général les meilleures pour tout le monde. Néanmoins, j'éprouve un certain malaise. Je me demande tout le temps ce que les autres pensent réellement de moi et de mes idées. Mon mariage ne marche plus. Ce n'est pas que nous nous disputions ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne nous aimons plus, tout simplement. Nous avons consulté des conseillers conjugaux, nous avons essayé plein de choses, mais nous n'avons pas réussi à ressusciter la passion. Tous ces problèmes sont profonds et douloureux, et il n'existe aucune méthode miracle permettant de les résoudre. Il y a quelques années, mon épouse Sandra et moi, nous nous sommes retrouvés aux prises avec un problème de ce genre. L'un de nos fils avait de grosses difficultés à l'école. Ses résultats scolaires étaient mauvais. Il était incapable de suivre les consignes des exercices et a fortiori de les réussir. Sur le plan des interactions sociales, c'était un garçon immature, au comportement souvent embarrassant pour ceux qui l'entouraient. Sur le plan sportif, il était petit, maigre et dépourvu de toute coordination. Au baseball, par exemple, il frappait l'air avec la batte avant même que le lanceur ait envoyé la balle. Ses camarades se moquaient de lui. Sandra et moi, nous désirions ardemment l'aider. Nous estimions que s'il était important de réussir dans la vie, quel que soit le domaine, il était encore plus important que nous réussissions dans notre rôle de parents. Nous avons donc travaillé sur nos réactions et notre comportement à son égard, tout en essayant de transformer le sien. Nous essayons de le motiver en adoptant les techniques d'attitude mentale positive. « Allez, fiston, tu peux le faire. Nous savons que tu en es capable. Place tes mains un peu plus haut sur la batte et ne quitte pas la balle des yeux. Ne frappe qu'au dernier moment, quand elle est proche de toi. » Et quand il réussissait à faire un peu mieux, nous faisions tout pour renforcer sa confiance en lui-même. « Super, fiston, continue comme ça !» Quand les autres riaient, nous les réprimandions. « Laissez-le tranquille. Lâchez-le, il est en train d'apprendre. » Et notre fils pleurait, répétait qu'il n'y arriverait jamais et que de toute façon, il n'aimait pas le baseball. Aucune de nos actions n'était efficace et nous nous faisions vraiment du souci. Nous pouvions voir l'effet que cela avait sur son estime de soi. Nous essayions d'être encourageants, utiles et positifs, mais à force d'échecs, nous finîmes par nous effacer pour regarder la situation à un niveau différent. À cette époque, mon travail m'amenait à travailler sur le développement du leadership avec divers clients aux 4 coins du pays. À ce titre, j'étais en train de concevoir des programmes bimensuels sur le thème de la communication et de la perception pour les participants au programme de développement des cadres IBM. En faisant mes recherches et en préparant ces exposés, je devins particulièrement intéressé par la manière dont les perceptions se forment, comment elles gouvernent la manière dont on voit les choses, et comment la manière dont on voit les choses gouverne la manière dont on se comporte. Cela me conduisit à étudier la théorie des attentes et les prophéties autoréalisatrices ou effet Pygmalion, et à prendre conscience de l'ancrage profond de nos perceptions. Cela m'apprit que l'on doit observer la lentille à travers laquelle on voit le monde, aussi bien que le monde que l'on voit, et que la lentille elle-même façonne la manière dont on interprète le monde. Comme Sandra et moi nous discutions des concepts que j'enseignais à IBM et de notre situation, nous commençâmes à prendre conscience que ce que nous faisions pour aider notre fils n'était pas en harmonie avec la manière dont nous le voyions réellement. En examinant honnêtement nos sentiments les plus profonds, nous prîmes conscience que notre perception était qu'il était inadapté, un peu en retard. Peu importe le travail que nous fournissions pour modifier notre attitude et notre comportement, nos efforts étaient inefficaces parce que, en dépit de nos actions et de nos paroles, le message que nous lui envoyions en réalité était « Tu n'es pas capable, tu dois être protégé ». Nous commençâmes à prendre conscience que si nous voulions changer la situation, nous devions d'abord nous-mêmes changer. Et pour changer efficacement, nous devions d'abord changer nos perceptions. Éthique de la personnalité et éthique du caractère. En plus de mes recherches sur la perception, j'étais profondément immergé dans une étude de fond sur la littérature liée à la réussite publiée aux États-Unis depuis 1776. Je lisais ou parcourais littéralement des centaines de livres, articles et essais dans des domaines comme l'amélioration de soi, la psychologie populaire et le développement personnel. Au bout de mes doigts se trouvait la quintessence de ce qu'un peuple libre et démocratique considérait comme étant les clés d'une vie réussie. À mesure que je progressais à travers 2 siècles de documents sur la réussite,
je remarquai un schéma étonnant qui émergeait du contenu de cette littérature. À cause de ma propre souffrance, et à cause de la souffrance similaire que j'avais vue dans les vies et les relations de tant de personnes avec lesquelles j'avais travaillé au fil des ans, je commençais à penser de plus en plus que la majeure partie de la littérature relative à la réussite des 50 dernières années était superficielle. Elle était remplie de soucis de l'image sociale, de techniques et de rustines, avec du sparadrap et de l'aspirine sociaux qui étaient appliqués à des problèmes aigus et parfois même semblaient les résoudre temporairement, mais laissaient les problèmes chroniques sous-jacents prospérer et refaire surface régulièrement. En un contraste saisissant, presque toute la littérature des 150 années, ou à peu près, qui précédait cette période, se concentrait sur ce qu'on pourrait appeler l'éthique du caractère comme fondement de la réussite. Des choses comme l'intégrité, l'humilité, la fidélité, la tempérance, le courage, la justice, la patience, l'assiduité, la simplicité, la modestie et la règle d'or. L'autobiographie de Benjamin Franklin est représentative de cette littérature. C'est, essentiellement, l'histoire des efforts d'un homme pour intégrer certains principes et habitudes à sa nature profonde. L'éthique du caractère enseignait qu'il existe des principes de base pour une vie efficace, et que les gens ne peuvent connaître la véritable réussite et un bonheur durable qu'en apprenant ces principes et en les intégrant à leur nature fondamentale. Mais peu après la Première Guerre mondiale, la vision commune de la réussite bascula de l'éthique du caractère à ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la personnalité. La réussite devint plus une fonction de la personnalité, de l'image publique, d'attitude et de comportement, de compétences et de techniques censées lubrifier les processus de l'interaction humaine. Cette éthique de la personnalité prit essentiellement deux chemins. L'un était les techniques de relations publiques et humaines, et l'autre était l'attitude mentale positive, AMP. Cette philosophie était exprimée dans des maximes inspirantes et parfois valides, comme « Votre attitude détermine votre altitude ». Un sourire fait gagner plus d'amis qu'un froncement de sourcils. Et tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, il peut l'atteindre. D'autres aspects de l'approche fondée sur l'éthique de la personnalité étaient clairement manipulatoires, voire trompeurs. Ils encourageaient les gens à utiliser des techniques pour conduire les autres à les apprécier, à faire semblant de s'intéresser aux hobbies des autres, afin d'obtenir d'eux ce qu'ils voulaient, ou encore à utiliser le pouvoir de l'apparence ou l'intimidation pour obtenir ce qu'ils voulaient dans la vie. Une partie de cette littérature reconnaissait le caractère comme étant un ingrédient de la réussite, mais tendait à le compartimenter plutôt qu'à le reconnaître comme l'élément fondateur et catalytique. La référence à l'éthique du caractère devint la plupart du temps un acte de pure forme. Les idées maîtresses étaient des techniques d'influence miraculeuses, des stratégies de pouvoir, des compétences de communication et des attitudes positives. Je commençais à me rendre compte que l'éthique de la personnalité était la source subconsciente des solutions que Sandra et moi tentions de mettre en œuvre avec notre fils. En réfléchissant plus en profondeur à la différence entre l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère, je pris conscience de ce que Sandra et moi recevions une gratification sociale pour le bon comportement de nos enfants et que, à nos yeux, ce fils n'était tout simplement pas à la hauteur. Notre image de nous-mêmes et de notre rôle comme parents bons et aimants était même plus profonde que l'image que nous nous faisions de notre fils, et peut-être influençait cette dernière. Nous étions beaucoup plus absorbés par la manière dont nous voyions et traitions le problème que par le bien-être de notre fils. En discutant, Sandra et moi prîmes douloureusement conscience de la puissante influence de notre propre caractère, de nos motivations et la perception que nous avions de lui. Nous savions que des motivations de comparaison sociale étaient en disharmonie avec nos valeurs profondes et pouvaient conduire à un amour conditionnel et finalement à fragiliser l'estime de soi de nos enfants. Nous décidâmes donc de concentrer nos efforts sur nous-mêmes. Non pas sur nos techniques, mais sur nos motivations les plus profondes et sur la perception que nous avions de notre fils. Au lieu d'essayer de le changer, nous essayâmes de nous tenir à l'écart, de nous séparer de lui, pour sentir son identité, son individualité, sa différence et sa valeur. Au prix d'une profonde réflexion et de l'exercice de la foi et de la prière, nous commençâmes à voir ce qu'il y avait d'unique dans notre fils. Nous vîmes en lui des potentialités infinies, qui se réaliseraient à son propre rythme et à sa propre vitesse. Nous décidâmes de nous relaxer et de nous écarter de son chemin pour laisser sa propre personnalité émerger.
Notre rôle naturel serait de le soutenir, de l'apprécier et de le valoriser. Nous travaillâmes aussi consciencieusement sur nos motivations et cultivâmes des sources intérieures de sécurité, de sorte que nos propres sentiments de valeur n'étaient pas dépendants du comportement acceptable ou non de nos enfants. À mesure que nous nous défaisions de notre ancienne perception de notre fils et développions des motivations basées sur la valeur, de nouveaux sentiments commencèrent à émerger. Nous nous trouvâmes à l'apprécier tel qu'il était, au lieu de le comparer et de le juger. Nous cessâmes d'essayer de le façonner à notre propre image et de le mesurer à l'aune de nos attentes sociales. Nous cessâmes d'essayer de le manipuler gentiment, positivement, pour le faire entrer dans un moule social acceptable. Parce que nous le voyions comme fondamentalement adapté et capable de se débrouiller dans la vie, nous cessâmes de le protéger contre les moqueries des autres. Ayant grandi sous cette protection, il passa par les douleurs du sevrage, qu'il exprima et que nous acceptâmes, mais auxquelles nous ne répondions pas nécessairement. « Nous n'avons pas besoin de te protéger », était le message implicite. « Tout va bien. » Les semaines et les mois s'écoulaient. Il commença à se sentir suffisamment confiant pour s'affirmer tranquillement. Il commença à s'épanouir, à son propre rythme et à sa propre vitesse. Il devint excellent selon les critères sociaux, scolairement, socialement et sportivement, à vitesse grand V, bien au-delà de ce que son processus de développement naturel promettait. Au fil des années, il fut élu dans des positions de leadership de plusieurs organisations étudiantes, fut sélectionné dans l'équipe All-State et commença à rapporter à la maison d'excellentes notes. Il développa une personnalité engageante et franche qui lui permit d'entrer en relation de manière non menaçante avec toutes sortes de gens. Sandra et moi, nous croyons que les accomplissements socialement impressionnants de notre fils étaient plus l'heureuse conséquence de l'image qu'il avait de lui-même que le résultat du désir de décrocher une récompense sociale. Ce fut une expérience fantastique et très instructive pour Sandra et moi, au cours de laquelle nous en apprîmes beaucoup sur la manière de traiter nos autres enfants ainsi que sur nos autres rôles. Elle nous permit de comprendre intimement la différence vitale entre l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère de la réussite. Le psalmiste exprime bien notre conviction. « Cherche dans ton cœur avec ardeur, car c'est de lui que coulent les problèmes de la vie. » Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.